Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens, organisé, comme vous le savez, en partenariat avec La Croix, avec Radio Notre-Dame, avec le réseau des radios RCF. Alors nous accueillons aujourd'hui Jean-Marie Delarue. Jean-Marie Delarue qui est normalien, énarque, conseiller d'État, contrôleur général des prisons. À vrai dire, c'est contrôleur général des lieux de privation de liberté. Mais on dit plus souvent contrôleur général des prisons. Jean-Marie Delarue, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous parce que je crois savoir que votre mandat, qui n'est pas renouvelable, de 6 ans, arrive à expiration demain. On est très fiers de vous avoir sur ce plateau pour parler de la situation des prisons. Je précise que le contrôleur général est une autorité indépendante de tout pouvoir politique, de toute association, de tout lobby. Donc vous pourrez parler des prisons en toute liberté. Vous serez interrogé pour cela par Marie Bouéton de La Croix. Bonjour. Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Bonjour. Et Véronique de la Maisonneuve de RCF. Bonjour. Alors nous allons parler des prisons, nous allons parler aussi de la loi Taubira qui vient d'être votée en première instance à l'Assemblée. Mais je voudrais commencer quand même par une chose qui a ému les Français, à savoir la place des religions dans les prisons. On sait que, le tueur présumé, Mehdi Nemmouche, aurait été endoctriné dans les prisons françaises, le tueur du musée juif de Bruxelles. Alors, je voulais vous poser la question, est-ce que vous, en tant que contrôleur général des prisons, est-ce que vous avez été alerté sur des situations inquiétantes d'endoctrinement dans les prisons? Oui, elles existent naturellement, et je pense que l'affaire tragique de Bruxelles ne doit pas étonner, puisqu'on sait qu'à plusieurs reprises, on a fait allusion à des phénomènes de ce genre. En réalité, il faut imaginer que depuis une dizaine d'années, voire davantage, il y a des choses de cette nature. Maintenant, il faut en relativiser la portée. Si vous me permettez, oui. 2 petits mots sur la religion. Et puis la prison. La religion attire en prison. Pourquoi? Les gens sont face à eux-mêmes, face à leur conscience, face au mal qu'ils ont commis. Ils sont dans des situations de détresse. La vie en prison est impossible ou difficile. La religion est une solution. Beaucoup d'entre eux se tournent vers la religion, que ce soit les religions chrétiennes, très présentes, faut-il le rappeler, en détention, ou la religion musulmane qui est pratiquée par beaucoup de gens qui sont là. Ça, c'est pour la religion. Et donc, on ne doit pas s'étonner qu'il y ait plus de fréquentation religieuse, disons les choses comme ça, en prison, que dans le monde du dehors. C'est très frappant pour la religion chrétienne. Maintenant, la prison, je voudrais dire très clairement que c'est une institution qui, pardonnez-moi cette expression, laboure les âmes. Elle vous chamboule, la prison. Et par conséquent, on sort souvent de la prison, peut-être que j'aurai l'occasion de me justifier plus tard, soit brisé, cassé en deux, soit radicalisé. Dans ces radicalisations, qui sont minoritaires, les gens brisés sont majoritaires, il y a une radicalisation dans la délinquance, c'est bien connu, l'école du crime, etc., tout ce qu'on nous répète depuis des années sur ce point. Et donc il y a des gens qui se radicalisent ainsi, il y a des gens qui se radicalisent dans des vengeances de nature personnelle, contre les juges, contre ceux qui les ont dénoncés. Et puis il y a ceux qui se radicalisent sur le plan religieux, et un certain nombre de musulmans se sont radicalisés ainsi. Mais il ne faut pas prendre cette radicalisation pour plus que ce qu'elle n'est. Je veux dire, c'est un danger réel pour notre sécurité, mais c'est une infime minorité de gens qui sont passés par la prison. Une question de Véronique de la Maisonneuve de RCF. Tout de même, on dit souvent que les prisons, c'est un vase clos où il se passe des choses qu'on ne peut pas contrôler, même ceux qui y sont présents. Pour revenir quand même à cette religion, est-ce qu'on pouvait, dans le cas de Mehdi Nemmouche, prévoir cette radicalisation et est-ce qu'on peut à l'avance l'arrêter ou essayer de la freiner? Je crois qu'il faut bien distinguer 2 choses.
il faut distinguer des pratiques radicales qui portent atteinte à notre sécurité à tous. Celles-là, il faut les mettre en échec. La prison dispose d'un certain nombre de moyens de contrainte spécifiquement dirigés vers ces radicaux, on va les appeler comme ça, qui sont des gens extrêmement surveillés. Ça, c'est une chose. Mais il y a une autre chose qui est la pratique normale d'une religion. Le droit à pratiquer sa religion fait partie d'un droit fondamental qui s'appelle la liberté d'expression. Et donc, la difficulté de notre affaire, c'est de trier entre ce qui est une pratique normale et ce qui est une radicalisation. Je ne voudrais pas qu'au nom de la radicalisation qui doit être légitimement suivie et poursuivie, on mette en échec l'exercice normal de religion. Et je dois vous dire à cet égard que pour beaucoup de musulmans qui ne sont pas radicaux et qui souhaitent pratiquer leur religion, ils ont le sentiment, souvent, à tort ou à raison, d'une certaine discrimination. J'en veux pour preuve le fait que c'est un fait établi, au moins indiscutable. Il y a des difficultés à recruter des imams comme aumôniers des prisons, et on a donc des facilités qu'ont les autres religions par rapport à cette religion-là, qui donne ou peut donner le sentiment de certaines discriminations. Donc il y a bien deux choses très différentes à scinder, la radicalisation que vous évoquez à bon droit, contre laquelle il faut se prémunir, et l'exercice normal de la religion, contre lequel il faut au contraire essayer d'organiser, ou pour lequel il faut au contraire essayer d'organiser les choses convenablement. Une question de Marie Bouetton de la Croix. Justement, comment expliquez-vous la très grande difficulté qu'on peut avoir à recruter des imams, alors même que les aumôniers catholiques, protestants sont eux en nombre bien plus important? Quelles sont les raisons profondes de la difficulté du recrutement des imams en prison? Bon, je crois qu'il y en a plusieurs, mais il y en a une raison tout simplement, si vous j'espère me faire comprendre, d'épaisseur historique. La religion chrétienne est présente, la religion catholique est présente en prison depuis très longtemps, depuis la loi de séparation de 1905, qui fait que l'État finance les aumôniers des prisons. Et donc, l'Église est là avec ses aumôniers, ses prêtres, ses bénévoles, ses religieux et religieuses. Bon. Et il y a une activité à la fois chrétienne et à la fois caritative. J'ajoute aussi le Secours catholique et d'autres associations de cette nature. Le protestantisme est présent en prison aussi depuis un certain nombre de temps, même si le nombre de protestants en prison, comme d'ailleurs dans la société française, est relativement faible. L'islam, on sait bien, est une occurrence récente dans notre histoire, religieuse en tout cas, et même dans notre histoire tout court. Et par conséquent, l'islam n'a pas d'épaisseur historique dans ce pays. Il faut ajouter aussi que l'islam est associé à des catégories généralement socialement défavorisées. Et puis il y a enfin difficulté proprement religieuse, j'en termine là, de l'islam, qui est que le culte musulman n'est pas organisé dans ce pays comme on le sait, comme les autres religions, et on a du mal à organiser des filières de recrutement qui sont souvent, en effet, plus improvisées que réfléchies. Une question de Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Combien de détenus en France? 70 000 à peu près? Un peu moins, 68 500 aujourd'hui. Ouais. Quelle est la part de musulmans? Je n'ai pas le droit de vous le dire. Parce que les statistiques de ce pays ne sont pas confessionnelles. La loi l'interdit. Vous avez une idée, une proportion? Oui, bien sûr. Mais mettons que c'est plus de 20%. Plus de 20%. Plus de 20%. On va dire entre 20 et 50%. Voilà. Je ne m'avance pas beaucoup. Mais non, vous allez dire, il y a un espace. Il y a un espace, oui. Oui, si le contrôleur des prisons ne respecte pas la loi, il y a de quoi s'inquiéter. Bon, moi, je respecte la loi et je ne donne pas les statistiques, mais on peut l'approcher de façon assez simple par le type de repas que souhaitent prendre les gens. Alors justement, c'est la question que je voulais vous poser. Il y a des menus spéciaux pour les musulmans en prison? Il n'y a pas de menus spéciaux pour les musulmans en prison, et j'ai eu l'occasion de dire que je le regrettais. Il n'y a pas de menus spéciaux, et donc pour les musulmans, ou d'ailleurs pour les personnes de confession juive, pour lesquelles le problème se pose exactement en termes identiques, je voudrais bien le préciser. Dans mes réflexions, je ne vise pas une religion en tant que telle, j'essaye de viser la totalité des problèmes. Et pour les personnes de confession juive, comme pour ceux de confession musulmane, il n'y a pas de repas spéciaux. Et donc pour eux, le repas spécial se fait sous forme de privation. C'est-à-dire, on ne mange pas de porc, et puis si on veut absolument manger des aliments cachers ou des aliments halal, on ne mange pas du tout ce qui est offert. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de gens en prison qui me disent ne pas manger du tout et par conséquent avoir faim. Ce sont des jeunes gens qui sont en prison. Hein. Bon.
Et donc, est-ce qu'il faut ou non autoriser les viandes religieuses, conformes aux prescriptions religieuses? J'ai déjà écrit, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je ne veux pas prolonger le débat, mais j'ai déjà écrit qu'à mes yeux, ça ne porte nullement atteinte à la laïcité. Ce qui porterait atteinte à la laïcité, c'est l'absence de neutralité du service public à l'égard de telle ou telle religion. Et donc, dire aux gens, on ne vous sert pas de viande de porc, et en même temps les priver de nourriture halal, me paraît incohérent. Voilà ma position. Une question de Véronique de la Maisonneuve de RCF. Au-delà des repas, comment se pratique la religion en prison? Et à votre sens, est-ce qu'on peut la pratiquer correctement? Est-ce qu'il y a accès à des salles particulières? Est-ce qu'il y a une possibilité de voir quand on veut une personne? Accès aux livres, etc. Ou est-ce qu'il y a encore des efforts à faire? Oui, je vais raisonner là pour toutes les religions, oui, parce que les problèmes là sont assez clairement identiques. Et d'ailleurs, j'observe avec intérêt que les revendications des aumôniers en prison sont présentées de façon interconfessionnelle, ce qui est intéressant. Et j'observe aussi que dans les prisons, les aumôniers locaux, si je puis dire, il n'y a aucun problème d'entente entre eux. Bon, alors, pratiquer sa religion en prison, c'est toujours difficile. Il y a une salle réservée aux offices. Les aumôniers souhaitent que cette salle soit exclusive. Je partage ce souhait, car une salle partagée avec d'autres activités sportives ou autres, c'est toujours délicat, il y a des problèmes d'horaire, etc., etc. Bon. Deuxièmement, il y a le problème de l'acheminement des détenus aux offices. Et problème général, tous les détenus inscrits arrivent difficilement aux offices, soit arrivent en retard, soit n'arrivent pas du tout parce qu'on n'a pas été les chercher. Je voyais hier soir, dans une ville de province, un aumônier musulman qui me disait, voilà, j'ai 2 groupes de 25 dans ma maison d'arrêt où je sers d'imam, et je vois arriver dans chaque groupe, à chaque fois, 5, 6, 7 personnes. Donc, une vingtaine ou presque 18 ne viennent pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été les chercher. Donc, il y a là un problème véritable qui est de concilier l'organisation de la prison avec l'organisation du culte. Et ça, pour moi, c'est très lié à la liberté d'expression dont je parlais tout à l'heure. Il faut que les gens qui souhaitent pratiquer une religion puissent le faire. Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Quand vous dites une salle exclusive, vous voulez dire qu'elle soit dédiée aux religions en général? En général. Donc ça veut dire qu'on va passer de l'islam au catholicisme dans la même salle. C'est pour ça que je crois qu'il faut qu'il y ait une entente inévitable entre aumôniers, et je n'ai jamais trouvé de mésentente sur ce point. C'est-à-dire que on s'arrange en effet pour que d'une part il n'y ait pas de signe dans la salle ostensiblement liée à une seule religion. Il faut que les placards soient partagés, il faut que les horaires soient convenus. Ça ne pose aucun problème. Et moi j'y vois plutôt le signe d'une laïcité réussie plutôt qu'une espèce de conflit religieux qui n'aurait pas lieu d'être. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière à gérer la présence musulmane en prison? Uniquement musulmane, est-ce que ça pose des problèmes spécifiques? Non. À mon avis, aucun. Je veux dire, il y a même plus de facilité pour la religion musulmane. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les offices, les prières musulmanes ont lieu le vendredi et à l'heure où les effectifs de la prison, je parle du personnel, sont complets. C'est plus difficile pour les chrétiens le dimanche, tout simplement parce qu'il y a des équipes réduites de surveillants. Voilà. Une question encore de Véronique de la Maisonneuve de RCF. Sans absolument faire aucun jugement, évidemment, sur la foi de chacun, est-ce qu'on connaît par la suite comment les gens vivent cette religion? Quand, par exemple, ils l'ont connue en prison, est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'ils continuent ensuite à s'intéresser à cela? Ou bien est-ce que c'est, comme vous l'avez dit, une recherche au moment où ils sont enfermés et privés de liberté? Je ne peux pas porter en effet de jugement, non pas sur la foi de chacun, mais même de façon générale sur les évolutions. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a une demande religieuse qui est relativement forte en détention. Il y a d'autre part des règles, mais dont je ne suis pas sûr qu'elles soient ni fondées ni bien appliquées, qui interdisent aux aumôniers de suivre à l'extérieur les gens dont ils ont eu la charge pendant le séjour en prison. Pour quelle raison, vous savez ? Parce qu'on a peur que des contacts trop étroits soient un peu à l'opposé des précautions nécessaires en termes de sécurité. Tout ça, ça me paraît des règles un peu inutiles, à dire vrai. Et donc, je ne suis pas sûr, encore une fois, qu'elles soient scrupuleusement respectées. Ça vaut pour les gens, par exemple, en libération conditionnelle. Hein, donc, il faut faire attention. Mais je crois que tout ça, ce sont des précautions qui n'ont pas lieu d'être. Alors, quel est le devenir de leur foi ? Je n'en sais trop rien. Je crois qu'il y a des gens qui restent très attachés parce que c'est lié à une période essentielle de leur vie. Et puis il y a d'autres, je pense, qui sont regagnés par la vie du dehors, très sécularisée.
Et donc, je suis incapable de vous donner une proportion, c'est à chacun de le dire. Eh bien, merci Jean-Marie Delarue pour cette première partie de notre émission où on a évoqué la place des religions dans les prisons. Nous marquons une très courte pause et on se retrouve avec vous, Jean-Marie Delarue, contrôleur des prisons, dans un court instant. Deuxième partie de ce Face aux chrétiens organisé en partenariat avec la Croix, Radio Notre-Dame et le réseau RCF. Nous recevons aujourd'hui Jean-Marie Delarue, contrôleur général des prisons, et il est interrogé par Marie Bouetton de la Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Véronique de la Maisonneuve de RCF. Nous avons tout à l'heure parlé de la situation des religions dans les prisons. Nous allons maintenant évoquer la loi Taubira qui vient d'être votée presque sans coup férir, monsieur Delarue, alors qu'on nous avait annoncé beaucoup de bruit autour de cette loi Taubira sur la réforme des prisons, qui a en gros deux objectifs. C'était libérer quelques places dans les prisons avec des peines substitutives, dont on va parler, et d'autre part éviter la récidive. Alors, comment vous expliquez d'abord que cette loi soit passé aussi discrètement, sans coup férir, à l'Assemblée nationale? Oh, ça fait partie de ces événements tellement annoncés que quand ils surviennent, ça ne surprend plus personne. Je pense que c'est comme ça. Ceci étant, il y a quand même eu un petit peu de bagarre, même s'il n'y avait pas beaucoup de parlementaires présents dans l'hémicycle, même s'il n'y a pas eu forcément d'écho dans les médias. Je crois que l'opposition a joué son rôle, elle s'est opposée. Par conséquent, il y a eu quand même débat démocratique, me semble-t-il. C'est l'essentiel. Une question de Marie Bouetton de la Croix. Alors justement, lors de ce débat, la droite, par les voix de messieurs Fenech et Ciotti, disait au fond, la prison est tout à fait légitime, les peines planchées aussi, parce qu'elle est dissuasive et parce qu'elle est neutralisante. Ce à quoi la gauche répondait, elle n'est pas dissuasive, les statistiques récentes le montrent, et par ailleurs, elle ne neutralise qu'un temps, et au contraire, elle ancre davantage dans la délinquance qu'autre chose. Vous qui, par-delà ces combats idéologiques, connaissez bien la population carcérale, la population pénale, qui savait de l'intérieur ce qui s'y passe, comment vous positionnez-vous par rapport à ce débat idéologique ? Bon, moi, je trouve que c'est un débat en effet idéologique parce qu'il ne repose guère sur la réalité, puisque ça fait 200 ans ou moins que nous vivons avec des sanctions pénales qui sont de nature très variée. L'amende, que je sache, n'a pas été inventée hier et on n'a jamais dit qu'il fallait mettre, après une infraction, tout le monde sans exception en prison. Ça n'est pas soutenable dans aucune société. Donc les sanctions pénales sont d'une infinie variété. On les a variées, notamment depuis plusieurs dizaines d'années déjà, de façon assez sensible. Mais je voudrais dire autre chose, c'est que deuxièmement, la prison, en effet, est un instrument, je l'ai dit tout à l'heure, qui broie les âmes. On n'en sort pas indemne. Et j'ai dit aussi tout à l'heure que la prison pouvait être un instrument de radicalisation contre la société. Alors pour dire les choses autrement, moi je dirais ce qui m'inquiète dans la prison, c'est pas tellement le jour où on y entre, parce qu'au fond chacun d'entre nous a envie que les gens qui nous ont un peu ennuyés, et même dramatiquement ennuyés, soient mis le plus loin possible de nous. Non, c'est le jour de la sortie qui m'intéresse. Au fond, qu'est-ce que la prison fabrique comme type d'hommes ou de femmes, mais c'est surtout des hommes? Qu'est-ce qu'elle nous donne à voir dans notre société, dans ce qu'elle nous rend? Des gens brisés, je l'ai dit, des gens aigris, des gens désireux de recommencer et des gens si peu préparés à leur sortie massivement que quelquefois ils n'ont d'autres moyens de survie que de recommencer à faire des infractions. Donc c'est ça qu'il faut voir. Et moi je crois que la réforme pénale qui nous est proposée essaye de regarder de façon, je crois, dépassionnée les moyens qui permettent aux gens d'éviter en effet de recommencer. Alors, dire que la prison n'est pas l'unique moyen pour éviter aux gens de recommencer me paraît être une évidence. Mais deuxièmement, moi, je préfère dire que la loi ne me suffit pas tout à fait, dans la mesure où j'aimerais bien aussi qu'on s'attelle aux conditions même carcérales qui, pour moi, sont des facteurs de récidive. La manière dont on brise les gens conduit les gens à récidiver. Et tant qu'on n'aura pas rompu avec ce cycle carcéral infernal, on n'aura pas beaucoup avancé, à mon sens. On reviendra plus longuement sur justement les conditions de vie à l'intérieur des prisons. Restons encore pour l'instant sur la réforme qui vient d'être votée avec une question de Véronique de la Maisonneuve de RCF.
Dans cette réforme, on ne parle pas de construire de nouvelles prisons. Ce n'est pas vraiment ce qu'a voulu Mme Taubira. Est-ce qu'à votre avis, c'est une erreur? Parce que tous les gardes des Sceaux ont leur loi particulière à chaque fois qu'ils passent à ce poste. Est-ce que c'est une des solutions qui manque dans cette loi? En mars 2012, avant le changement de majorité que nous avons connu, il y a eu une loi de programmation de construction qui visait à construire dans les prochaines années 17 000 places nouvelles de prison. Alors, on n'a pas besoin d'une loi pour construire des prisons, il faut des mesures financières. Donc, ces mesures financières pourraient être parfaitement inscrites dans une loi de finances banale. Mais c'est vrai que j'ai bien compris, bien que la loi n'ait pas été formellement abrogée, qu'on a renoncé aux 17 000 places supplémentaires. Moi, je ne crois pas qu'on ait besoin de davantage de places en détention. Nous en avons 57 000 aujourd'hui. Et si on pourrait revenir sur la propension à mettre en prison aujourd'hui. Mais je crois que c'est à peu près suffisant. On en aura bientôt 60 000. Ce que je crois beaucoup plus important, c'est de rénover les vieilles prisons qui existent encore aujourd'hui, qui sont dans un état d'insalubrité assez remarquable, et donc il faut mettre fin à tout ça. Donc qu'il faille construire des places de prison au sens où il faut rénover les vieilles maisons d'arrêt, j'y suis tout à fait favorable. Ajouter des places au parc pénitentiaire actuel me paraît superflu. Une question de Marie Bouetton de la Croix. Est-ce que vous pensez que cette loi aura pour effet de diminuer la surpopulation carcérale ou, comme certains le disent, certains magistrats notamment, le risque, c'est finalement que cette fameuse contrainte pénale, cette nouvelle peine en milieu ouvert, se substitue au sursis avec mise à l'épreuve, qui est déjà prononcé dans des dizaines de milliers de cas chaque année? Vous avez raison, c'est extrêmement difficile de le dire. Moi, j'observe rétrospectivement au moins quelque chose. C'est que, vous savez, ces dernières années, pour faire vite, on a développé beaucoup d'alternatives à la prison. Des histoires de médiation, etc. etc. Bon, on aurait pu penser que du coup, on allait diminuer. Et depuis qu'on a inventé les alternatives à l'incarcération, on n'a jamais eu autant de monde en prison. Donc on peut penser que non seulement on a développé des alternatives à la prison, on a sanctionné pénalement un certain nombre de gens hors la prison, mais en plus on a continué à remplir les prisons et davantage. Si ce raisonnement devait être suivi, on aurait à craindre qu'en plus du bracelet électronique, en plus des travaux d'intérêt général, en plus de la contrainte pénale, on aurait toujours plus de monde en détention. Autrement dit, ce qu'il faut regarder, je crois, lucidement, c'est cette propension de notre société, d'une part, en effet, à commettre davantage d'infractions, mais l'infraction, globalement, est relativement stable, on va dire, depuis une douzaine d'années. En revanche, de punir de plus en plus. Et de considérer que la prison est le seul moyen de punir, comme vous y faisiez vous-même allusion tout à l'heure. Je ne crois pas que ça soit vrai, mais je suis incapable de vous prédire dans ce contexte les effets de la contrainte pénale. Si ce que nous dit Mme Taubira, on peut en effet espérer une diminution de la surpopulation carcérale, dans les maisons d'arrêt aujourd'hui, 40% des personnes sont en trop. Imaginez un bus de 100 personnes avec 40 personnes en plus. Et deuxièmement, je crois que ce qu'elle dit n'est pas certain parce que les magistrats, ce sont eux qui décident, in fine. Et par conséquent, on peut avoir demain non seulement le sursis avec mise à l'épreuve, non seulement la contrainte pénale, mais toujours davantage de détenus. Une question de Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Qui décide? En fait, le juge d'application des peines, c'est lui qui a le dernier mot, en fait? Alors, pour les condamnations, c'est bien entendu le juge du siège, c'est-à-dire le juge correctionnel ou le juge d'assises. Et puis après, pour l'aménagement des peines, c'est-à-dire toutes ces procédures qui consistent à faire sortir quelqu'un de prison un peu plus tôt qu'il n'était prévu, c'est en effet le juge de l'application des peines qui dispose aujourd'hui, et en plus avec cette loi, d'une large panoplie d'instruments. Sur la contrainte pénale, sur les alternatives à la prison, vous avez déjà un recul sur l'efficacité de ce type de système, puisque vous nous avez dit que l'enfermement brisait la personne. Est-ce que vous avez pu attester le fait que quand on est dehors, on n'est pas brisé? Oui, je crois qu'il y a peu d'études en la matière. Moi, je crois qu'un de mes postulats de base qui me guide, soit pour les peines hors prison, soit même pour la prison, c'est que plus on traite les gens avec dignité, moins ils ont des chances de persévérer dans l'infraction. Bon, je crois que la peine substitutive à la prison, c'est sûrement une façon de le traiter plus dignement. Alors après, il faut l'accompagner, il faut que ces dispositifs soient efficaces pour résoudre ces problèmes sociaux, par exemple. Bon. Mais sous cette réserve, je crois que globalement, en effet, les gens qui sont hors prison risquent moins de perdre leur logement, risquent moins de rompre leurs liens familiaux, risquent moins de perdre leur travail et par conséquent risquent mieux de s'inscrire dans les traces normales de notre société. Donc oui, j'ai tendance à répondre à votre question positivement. Une question de Véronique de la Maisonneuve de RCF. Un des points forts de cette loi Taubira, c'est la suppression des peines planchers. Oui. Est-ce qu'à votre avis, c'est une bonne idée ou pas?
ou plutôt la question est de savoir si les peines planchers en étaient une bonne. Bon, C'est à peu près la même chose. Oui, c'est à peu près la même chose. Mais avec le recul, on sait que c'est une idée qui n'a pas produit beaucoup d'effets, sauf en effet de remplir un peu davantage les prisons. C'est une histoire qui nous vient du droit anglo-saxon, ces peines planchers, qui était parfaitement contraire à nos habitudes, puisque nos habitudes sont celles d'une stricte individualisation de la peine. C'est un principe constitutionnel de notre pays. Bon, ces peines planchers, elles sont plutôt à rebours. Elles n'ont pas diminué en rien la délinquance, comme on le sait, qui est restée stable, je viens de le dire, depuis une douzaine d'années. Et par conséquent, du point de vue de la sécurité qui occupe nos concitoyens, elles n'ont été d'aucun effet. Une question de Marie Bouetton de la Croix. Est-ce que la réforme pénale de Mme Taubira traite de la question des conditions de vie en prison? Pas du tout. C'est une déception pour vous? Oui, bien sûr. J'avais dit, cette loi a été précédée d'une espèce de concertation qu'on a appelée conférence de consensus qui s'est tenue en 2013. Et on avait eu la gentillesse de me convier au jour de réunion du jury de cette conférence. Et j'avais dit très précisément ceci, c'est qu'on peut réformer le code de procédure pénale tant qu'on voudra, tant qu'on ne touchera pas aux conditions carcérales, il ne se produira rien de décisif sur la prévention de la récidive. Je maintiens ce jugement. Je crois qu'on a dans ce pays 200 spécialistes de la procédure pénale. On a pratiquement personne qui puisse dire quelle est la prison. Et par conséquent, le code de procédure pénale est toujours hypertrophié, la prison est toujours un peu oubliée. Une question de Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Au-delà du message qui consiste à dire qu'on a abrogé une disposition de Nicolas Sarkozy, quel est le fond de cette loi? Puisque vous nous dites qu'en fait, on passe à côté de l'essentiel. À l'instant, c'est ce que vous nous dites. Hein? Oui, absolument. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des accessoires qui peuvent peser lourd aussi. Je veux dire par là que réfléchir, c'est le principe de cette loi, réfléchir à quelle va être la meilleure peine qui va dissuader quelqu'un de recommencer, je trouve que c'est une réflexion très intéressante. Très intéressant. Dire ensuite que la meilleure peine n'est pas nécessairement la prison, déjà bien avant ça pouvait être l'amende, etc., ça n'est pas non plus infondé. Je crois que ce sont des réflexions qui me paraissent, pardon de parler comme ça, et tant pis pour l'opposition après tout, aller de soi. Aller de soi. Au fond, dans n'importe quelle entreprise, on se préoccupe de savoir quel va être le meilleur produit adapté au consommateur. Bon, et bien là, en matière de sécurité, il faut chercher à savoir quelle est la meilleure solution pour assurer la sécurité. Et donc, qu'on ait cette réflexion en matière pénale ne me gêne pas, bien au contraire. Je crois que la réforme de Mme Taubira va dans ce sens, qui est un sens excellent. Mais pour autant, pour moi, cette loi ne va pas jusqu'au bout, c'est-à-dire elle ne questionne pas ce que fabrique encore une fois la prison. Marie Bouetton, La Croix. En matière de lutte contre la récidive, si de votre point de vue, il fallait retenir une idée, un projet, une priorité, quelle serait-elle? Est-ce qu'il y a quelque chose auprès duquel on passe et qui vous semble vraiment crucial? Il y a un journaliste américain qui a l'habitude de dire la meilleure prévention de la récidive, c'est le 30e anniversaire. C'est-à-dire qu'on se calme parce qu'on a eu des années jeunes un peu mouvementées, et puis après vient le temps de la réflexion. Bon. Moi, je pourrais dire aussi de la même manière, en galégeant de la même manière, que la meilleure prévention de la récidive, c'est la petite amie. C'est-à-dire que quand on commence à penser mariage et enfant, on commence à penser aussi autre chose qu'infraction. Donc j'en retiens de ceci, de ces plaisanteries, que la meilleure prévention de la récidive, c'est aujourd'hui la vie de chacun qui l'organise. Bon. Donc alors j'en déduis que la meilleure prévention de la récidive, à partir de là, elle n'est pas l'État, ce que fait l'État comme effort joue peu de rôle finalement. Bon. Donc j'en déduis encore que la meilleure prévention de la récidive, c'est qu'il faut que l'État donne à chacun les moyens d'avoir une vie correcte, une vie familiale correcte, un travail, un logement. Et après ça, on pourra réfléchir à la récidive. Véronique de la Maisonneuve, RCF. Est-ce que nous, de l'autre côté du mur, nous, la société, on n'a pas aussi notre part de responsabilité dans cet échec de la récidive quand on voit arriver ces personnes qui essaient de revenir dans la société? Est-ce qu'on les accueille suffisamment bien? On les accueille en général assez mal, puisque quand on a un trou de casier judiciaire, quand on est employeur et qu'on a un trou de 6 mois à 1 an sur un casier judiciaire, on demande pourquoi et qu'en général la réponse n'inspire pas au recrutement. Bon. Mais je vais vous prendre un exemple très simple. Moi je connais quelqu'un qui a été en semi-liberté, donc dans des conditions plutôt bonnes. Il était inscrit à une formation à une association dédiée à cet effet. Et puis il a fallu qu'il paye son train pour aller à cette formation, il a fallu qu'il paye ses repas, il n'avait plus d'argent. Il a été au centre communal d'action sociale,
donc une institution publique, pour demander quelques secours monétaires en attendant qu'il soit payé au titre de sa formation professionnelle. On lui a répondu, monsieur, vous êtes en semi-liberté, vous êtes par conséquent écroué, par conséquent, nous ne pouvons rien pour vous. Bon. Et quand il a été trouvé le responsable de son centre de semi-liberté, on a dit, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose pour moi? On lui a répondu, mon vieux, et je vais être un peu poli pour l'antenne, tu te débrouilles. Bon. Donc ces gens-là, ils sont mal accueillis. Donc il faut absolument, en effet, perfectionner nos systèmes d'accueil dans notre société, à la fois du côté de la réaction du citoyen, donc en cela nous sommes tous responsables, et puis à la fois aussi du côté des institutions publiques. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Le regard que beaucoup de nos concitoyens portent sur la délinquance est plutôt un regard un peu scandalisé de voir qu'il y a des personnes qui ont été condamnées, 20 fois, qui sont toujours dehors, qui jouissent de complicité en prison. Bon. On parlera des conditions aussi de la prison tout à l'heure. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Parce que quand même, la priorité, dans l'ordre des priorités, vous mettez le prisonnier, la victime, le prisonnier. Comment hiérarchiser ça? Moi, surtout pas de hiérarchie. Moi, je suis un citoyen ordinaire. Je suis la délinquance, et notamment la délinquance grave, il faut quand même sérier les choses, me cause de l'effroi comme tout un chacun. J'ai pas envie de me retrouver un jour face à un type qui va me dévaliser, me casser la figure, etc. Moi, on a tous parmi nos proches des gens qui ont été victimes d'agressions. Bon. Et donc, pourquoi ne pas protester vigoureusement contre ça? Et bien entendu, moi, ça ne me gêne absolument pas qu'on protège les victimes, etc., etc. Par contre, pour autant, on laisse tomber le coupable et qu'on lui donne des châtiments qui ne respectent pas sa dignité, alors là, moi, je crois qu'il y a un autre problème. Les droits de la victime sont une chose, le droit du coupable à une restauration humaine et à ce qu'il soit traité dignement sont une autre, qui ne sont pour moi nullement en rivalité. Mais le droit de la victime, c'est quand même que son agresseur ne sorte pas, enfin, soit neutralisé. Oui, enfin, neutralisé, je ne sais pas très bien ce que veut dire ce mot. Qu'on l'empêche... C'est le premier droit. Qu'on l'empêche de recommencer. Mais non, ce n'est pas le premier droit. S'il faut lui donner une petite amie, un bel appartement, une voiture pour qu'il ne recommence pas, vous, du côté de la victime, vous vous dites qu'il y a une forme de, comment dirais-je, d'inversion, en quelque sorte, des valeurs et de la considération. Je ne veux pas qu'on oppose, encore une fois, comme vous le faites, la considération qui doit être donnée à la victime et une espèce de poursuite du coupable qui va faire inévitablement de celui-ci un monstre. Je ne veux pas non plus que l'on caricature ma position en disant vous donnez tout au coupable, la bagnole, le logement, la petite amie et rien à la victime. Je crois que ça n'est pas ainsi que les choses se présentent. Je rappelle que la durée moyenne de détention dans ce pays, c'est 11 mois. Il n'y a pas que des grands criminels en prison. Il y a des gens comme tout le monde. Bon. Comment sortent-ils de prison? Telle est la question. Est-ce qu'on va leur donner des chances de se réinsérer ou bien pas? Si on ne leur donne pas de chance de réinsérer, ils auront beaucoup de chances de recommencer. La meilleure prévention contre la récidive et le meilleur traitement des victimes, c'est par conséquent d'organiser la vie des coupables et de l'organiser en détention et de l'organiser après. Encore une question de Marie Bouéton de la Croix. Si on multiplie les alternatives à l'incarcération, ça suppose en aval un suivi précis, quotidien, qui suppose des moyens. Est-ce qu'à cet égard, on a véritablement changé de paradigme et compris qu'il faudrait débloquer énormément de moyens au niveau des services de probation? C'est une des inquiétudes que peut faire naître la loi qui est actuellement en discussion. Elle est d'une certaine manière, comme diraient les économistes, je ne sais pas si je vais me faire comprendre, contracyclique, c'est-à-dire qu'elle intervient à un mauvais moment, puisque pour faire en effet ce qui est prévu et suivre les personnes qui seront dehors, il faudra des personnes, vous venez de le dire. Et il faudra compter sur les agents publics, les services de probation, mais il faudra aussi compter sur les associations. Nous sommes dans une période où il est très difficile de créer des emplois publics et où les subventions aux associations diminuent. Et par conséquent, je ne voudrais pas qu'on se retrouve dans 5 ans d'ici en disant la contrainte pénale ne marche pas, tout simplement parce qu'on ne lui a pas donné les moyens nécessaires. Donc il y a là un enjeu que les pouvoirs publics doivent régler. Je trouverais ça vraiment dommage que cette contrainte pénale sombre parce qu'on ne lui aura pas donné les moyens nécessaires, mais il y a là un vrai enjeu.
Merci beaucoup Jean-Marie Delarue. Nous marquons une nouvelle pause dans ce Face aux chrétiens et nous nous retrouverons dans un très court instant pour interroger le contrôleur général des prisons. A tout de suite. Nous nous retrouvons pour cette troisième et dernière partie de ce Face aux chrétiens avec Jean-Marie Delarue, contrôleur général des prisons, dont l'une des activités est de veiller à ce que, la principale d'ailleurs, est de veiller à ce que les prisonniers ou toutes les personnes privées de liberté soient traitées avec humanité. C'est un peu le terme de sa mission. Alors on va parler de la situation dans les prisons pour savoir si effectivement il y a ou il manque de l'humanité dans les prisons. Je voudrais tout d'abord vous poser une question, Jean-Marie Delarue, pour savoir, est-ce qu'on va pouvoir dans ce pays parler des prisons de manière, j'allais dire, dépassionnée, avec intelligence, avec réflexion, et non pas avec toujours cette émotion que l'on a dès qu'on parle des prisons. Est-ce que vous croyez que le peuple est suffisamment mûr? Est-ce que les Français sont suffisamment mûrs pour aborder ces questions avec raison? Moi, je crois que pour tout problème, mais les prisons en sont un exemple, vous le dites, on est d'abord saisi souvent par l'émotion et il faut apprendre à dépasser cela pour arriver à des raisonnements plus sereins. La prison est en effet un exemple de débat de ce type. La prison a la malchance de ne pas être connue des Français, par définition. Et par conséquent, peut-être que mon rôle aussi, au-delà de celui que vous avez évoqué, qui est en effet le premier rôle, c'est aussi un rôle de pédagogie, c'est aussi un rôle de montrer ce que c'est que la prison. Nous publions tous nos rapports et qui sont disponibles sur Internet. Chaque Français peut aller voir. C'est peut-être un instrument qui contribuera à dépassionner, comme vous le dites, le débat. Une question de Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Oui, un peu d'histoire. Jean Valjean avait été condamné à ça, c'est de l'histoire. 5 ans de bagne. C'est même du roman. Voilà. Alors oui, mais est-ce que c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que ça correspond à une réalité de l'époque? 5 ans de bagne pour avoir volé un morceau de pain. Et oui. Il en a fait 19, je crois. Parce qu'il avait récidivé, enfin, paraît-il, aux yeux de la loi, il avait récidivé. Le bagne, ça paraît aujourd'hui quelque chose d'un peu archaïque, hein, c'est vrai, mais fondamentalement, il y a une question plus profonde peut-être qui se pose. Est-ce que ce n'est pas le travail qui manque en prison? Le fait de travailler, d'être utile? Alors vous avez raison, le travail concerne aujourd'hui à peine plus d'un quart des détenus. Autant dire que peu d'entre eux y accèdent, alors que la très grande partie des détenus souhaitent travailler, ne serait-ce que pour gagner un peu d'argent. Le travail est une denrée rare. Il avait un caractère obligatoire dans les prisons jusque dans les années 60, c'est pas si vieux que ça. Bon, on a supprimé ce caractère obligatoire au motif qu'on ne peut pas contraindre quelqu'un à travailler. Les textes internationaux en particulier interdisent le travail forcé. Mais il n'empêche que la quasi-totalité, encore une fois, des détenus souhaitent travailler, qu'aujourd'hui on n'est pas capable de leur offrir cela. Et la question du travail... Vous n'avez pas le droit de leur offrir, parce que si le travail ne peut pas être forcé, enfin, le travail, il n'y avait pas de disposition aujourd'hui pour que toutes les formes de travaux soient possibles. Non, ce qui est vrai... En physique aussi, il n'y a pas que des travaux... non, mais bien sûr. Des études. Ce qui est vrai, c'est que, encore une fois, la quasi-totalité des détenus souhaitent travailler parce qu'ils souhaitent gagner leur vie, et que l'administration aujourd'hui et les concessionnaires qui sont là ne leur offrent pas de travail en quantité suffisante. Les choses sont parfaitement claires. Ça n'est pas du fait des détenus qui refuseraient de travailler massivement, c'est bien du fait de l'administration et des concessionnaires qui ne peuvent pas leur apporter les quantités de travail souhaitées. Ça, c'est très clair. Alors on peut... C'est des questions compliquées, cela, on ne va pas s'y attarder ici, mais il faut en effet réfléchir à quel pourraient être les types de travaux qu'on pourrait apporter en détention. Vous avez des idées? Moi, je vous donne un exemple. L'électronique, l'informatique, la copie de fichiers, par exemple. Ce n'est pas un travail salissant, ça ne prend pas tellement de place. Et les gens sont plutôt enclins à entrer dans ce domaine, parce que pour eux, c'est un peu la magie. Et donc, même pour des non-qualifiés, c'est une opportunité. Donc, je crois que c'est quelque chose qu'il faudrait rechercher à développer et qui ne l'est pas aujourd'hui. Et des travaux de bâtiments, par exemple, des travaux publics, défricher les forêts, entretenir les routes, je ne sais pas moi. Pourquoi pas, à la condition naturellement que les gens puissent sortir. Il y a quelque chose qui est un peu en déshérence aujourd'hui à cause du développement de ce qu'on appelle vulgairement le bracelet électronique. C'est ce qu'on appelait avant le placement extérieur. C'est des détenus qui sont bien écroués, mais qu'on autorise à sortir soit journellement, soit pour des durées un peu plus longues, pour aller en effet travailler à l'extérieur. Il y a des entreprises qui étaient spécialisées là-dedans, et les entreprises qu'on appelle d'insertion par l'économique, par exemple, me paraîtraient très bien outillées pour ça. Simplement, aujourd'hui, il y a moins de placements extérieurs qu'il n'y en avait il y a 10 ans, parce qu'on préfère pratiquer le bracelet électronique, je le regrette beaucoup. Une question de Marie Bouetton de La Croix.
On sait que les détenus qui travaillent, et ils sont peu nombreux, vous avez raison de le rappeler, sont extrêmement peu payés. Or, c'est aussi ça qui leur permet de rembourser leurs victimes. Est-ce que vous pensez qu'il serait souhaitable d'instaurer un SMIC en prison, que le droit du travail devrait s'y appliquer, ou qu'au contraire, ça dissuadera encore davantage les concessionnaires de venir en prison? Alors on dit que plus on aura de droit du travail en prison, moins il y aura de travail. En effet, c'est le raisonnement que vous dites, et on cite souvent à cet exemple l'exemple italien qui a appliqué à ses détenus le droit du travail et qui n'a pas réussi à faire venir davantage d'entreprises. Bon. Moi, je trouve ça assez singulier comme raisonnement de dire, au fond, on va se fonder sur l'exploitation de l'homme par l'homme, pardon d'employer ces termes un peu galvaudés, pour assurer le travail. Pour moi, ce sont des raisonnements à la 19e siècle. Bon. Et donc, je ne crois pas qu'on ait à craindre en soi le fait de protéger un peu les personnes en détention, à la fois contre les accidents du travail, par exemple. On a trouvé des situations un peu scabreuses à cet égard, nous autres, au contrôle. On a vu des gens non protégés contre les substances nocives, etc. D'autre part, à leur donner une relation contractuelle avec 1 ou 2 employeurs en l'espèce pour que les choses soient un peu plus établies et qu'on ne chasse pas les gens de leur travail comme ça du jour au lendemain. Bon. Donc je crois qu'on peut avancer. Moi, j'ai rencontré des entrepreneurs qui m'ont dit pouvoir parfaitement supporter une hausse des salaires en détention et pouvoir en contrepartie apporter du travail. Mais c'est vrai qu'il y a des petits entrepreneurs qui sont au bord de la limite de l'équilibre financier, qui ne pourront plus profiter des rémunérations très basses qu'on pratique en prison pour continuer à y aller. Donc il faut imaginer qu'il y aura un échange, mais je préfère que cet échange se fasse en faveur des détenus plutôt qu'en leur défaveur, ou plutôt en faveur de gens qui travaillent plutôt qu'en leur défaveur. Une question de Véronique de la Maisonneuve de RCF. Alors ça fait des années, même peut-être des dizaines d'années qu'on parle des conditions de vie dans les prisons. 6 personnes dans une cellule où il doit y en avoir 2, aucune hygiène, la saleté, une promiscuité. Pourquoi est-ce qu'aucun garde des Sceaux n'a réussi à prendre les choses en main? Et comment peut-on faire pour améliorer cela quand on sait, vous l'avez dit, qu'il n'y a pas de moyens et que voilà, les gens ne veulent pas mettre de l'argent dans ces conditions-là? Quelle est votre solution à vous? Alors, il y a plusieurs choses. Enfin, je n'ai pas une solution miracle, mais je crois d'abord qu'on a développé des programmes de construction de nouveaux établissements pénitentiaires depuis 30 ans qui ont abouti à la construction de 30 000 places. Bon, ça n'est pas négligeable, c'est la moitié du parc. Par conséquent, aujourd'hui, 30 000 places de prison ont moins de 30 ans d'âge. Bon. Je critique beaucoup ces nouveaux établissements parce qu'on a massifié la captivité, comme je le dis souvent, c'est-à-dire que là où il y avait 150 détenus, on en met 700 ou 800. Et par conséquent, les gens ne se connaissent plus. Deuxièmement, on a renforcé l'isolement des gens. Ils n'ont plus de rapport les uns avec les autres, ni avec le personnel qui ne les connaît plus. Et par conséquent, on a échangé l'insalubrité contre la solitude. Ça n'est pas un bon calcul. Donc moi, je préférais qu'on résolve les questions d'hygiène, mais qu'en même temps, on assure le maintien des liens sociaux qui sont, entre parenthèses, indispensables pour la réinsertion. Oui, est-ce que c'est possible, par exemple, comme à la Santé, qui est une vieille prison, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire sur un établissement aussi vieux? Est-ce qu'il faut raser ou est-ce qu'on peut réellement faire des travaux dans ce type d'établissement? La Santé va fermer le 30 juin. Donc dans quelques jours, pour qu'on y fasse des travaux de rénovation. La rénovation coûte souvent assez cher, mais ce n'est pas plus cher que d'acheter un terrain pour reconstruire. Donc je crois qu'il faut plutôt viser la rénovation. Mais il y a aussi autre chose que je voudrais vous dire, c'est que sans aller jusqu'à ces coûts très élevés qui concernent la rénovation ou la construction, on peut prendre des mesures simples qui ne sont pas très coûteuses. Moi, dans mon dernier rapport annuel, j'en ai listé une vingtaine, je crois, qui étaient, dans la période de disette budgétaire où nous sommes, immédiatement applicables. Je prends un seul exemple, si vous me le permettez. Bien sûr. L'introduction d'Internet en prison. Bon, ça n'est pas très cher, tous les câblages existent déjà, les ordinateurs sont là, il faut simplement payer les abonnements. On me dit, Internet, vous n'y pensez pas, cher monsieur, la sécurité. Aujourd'hui, chacun sait qu'on peut contrôler parfaitement les sites Internet qu'on ne veut pas offrir aux tout-venants. Il n'est pas question, naturellement, de donner des sites où on fabrique les cocktails Molotov et autres jouissiers de ce genre. Bon, pour le reste, c'est apprendre aux détenus à chercher eux-mêmes un travail, à chercher eux-mêmes un logement, au moment où les services de probation n'assurent plus ce service efficacement. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour introduire Internet? Et enfin, Internet, c'est la chance d'envoyer des messages naturellement contrôlés, relus, aux familles, pour renforcer les liens familiaux. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre Internet en prison? Louis Dauphren de Radio Notre-Dame.
Une chose étonne souvent l'opinion, c'est le fait qu'il y ait quand même une certaine porosité entre la prison et le monde extérieur par le biais de trafic en tout genre et l'accès justement à des choses, la drogue par exemple, des choses comme ça. Bien sûr. Quelle est l'ampleur de ce type de phénomène? Est-ce que, d'une certaine façon, il y a des connivences avec le personnel qui achète la paix civile par le biais comment dirais-je, de facilités accordées aux détenus? Alors, c'est difficile de quantifier ce qui est clandestin par définition. Moi, je vais vous donner 2 chiffres simplement. Les téléphones portables sont, à mon grand regret d'ailleurs, interdits en détention. Lorsque nous sommes allés au Baumettes en octobre 2012, l'année d'avant, 2011, il avait été trouvé au Baumettes par les surveillants 1100 portables qui n'étaient théoriquement pas autorisés sur une population de 1700 détenus. Je relisais récemment le rapport d'une visite que nous avons fait dans une maison d'arrêt du centre français. Et sur 850 détenus, dans les 6 derniers mois précédant la visite, on avait trouvé 500 portables. Donc le portable est un des phénomènes clandestins que vous évoquez. Il y a aussi la drogue. Il y a aussi, on en a parlé tout à l'heure, les aliments religieux. Il y a différentes marchandises qui arrivent. Il y a de l'argent aussi. Bon. Alors, par quels moyens arrive-t-il? Par 3 moyens essentiellement. Par des jets de projectiles au-dessus des enceintes, ça s'appelle les missiles dans le jargon, et donc on va ramasser ça dans la cour, on en trouve aussi dans d'autres zones. Deuxièmement, les parloirs, c'est pour ça qu'il y a des fouilles, après ou avant les parloirs, mais surtout après. Et enfin, il faut bien l'avouer, la corruption des fonctionnaires. Bon. Quand il y a eu une évasion dans le nord de la France qui a eu un peu de retentissement, on a découvert qu'un individu s'était procuré des armes. Comment les armes sont entrées en prison? Bon. Donc, il y a évidemment trois choses qu'il faut régler, mais attention à ne pas, en essayant de supprimer tous les trafics, ce qui me paraît infiniment souhaitable, peut-être en assouplissant certaines règles comme autoriser les portables, mais il ne faut pas non plus rendre la prison imperméable à l'extérieur, car tous les efforts qui ont été faits depuis 50 ans en matière pénitentiaire, c'est d'ouvrir la prison plus largement vers l'extérieur. Donc il faut que cette ouverture existe, mais pas pour des produits interdits. Mais le détenu qui a pu s'évader grâce à un commando qui est venu le chercher à l'hôpital, comment l'expliquez-vous là? Eh bien, par une information qui n'aurait pas dû circuler, puisque les détenus qui sont extraits à l'hôpital, comme on dit, ne savent pas ni le jour ni l'heure, et on vient les chercher au dernier moment. Pensez-vous qu'un commando ait pu s'organiser pour cueillir la personne à sa sortie de l'hôpital s'il n'avait pas été prévenu à l'avance de l'horaire de la venue? Il n'aurait pas dû l'être. C'est la seule chose que je peux faire observer. Une dernière question de Marie Bouéton, de la Croix. On sait qu'en moyenne, un suicide a lieu tous les 3 jours en prison et que la France, pour le coup, est vraiment très mal. On est champion. Voilà, en Europe. Quelles seraient vos solutions? Est-ce que notamment le fait de demander à certains détenus d'en soutenir d'autres, comme ça se fait en Espagne, peut être une solution? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de suicides en prison. Moi, je ne peux pas dire pourquoi ces suicides, parce que le suicide est une affaire tellement individuelle, tellement personnelle, que c'est comme pour la foi, au fond, gratter. La désespérance de soi est si intime qu'il est difficile de donner des raisons suffisantes. Moi, j'observe simplement qu'on est dans un milieu, j'allais dire, pardon, de cette familiarité, suicidogène. Quand j'ai dit que la prison labourait les âmes tout à l'heure, il y en a qui ne résistent pas à ce labourage. Bon. Alors, les solutions maintenant, moi, j'aime pas beaucoup qu'on confie aux détenus des charges qui consistent à dire « mon vieux, t'es responsable de la mort de ton copain ». Hein, moi, je trouve que c'est un calcul qui me choque un petit peu, et je crois que ces détenus ont suffisamment à faire avec eux-mêmes, à vaincre ce qu'ils ont fait, à passer à une autre vie, pour qu'en plus, on les charge de vie supplémentaire. Je crois que la solution, elle a deux aspects. Un aspect prévention du suicide que l'administration pénitentiaire a su parfaitement saisir depuis une dizaine d'années, mais un aspect aussi de relations humaines normales qui doivent s'établir dans ce milieu carcéral. Et aujourd'hui, on est loin du compte sur ce point. Merci beaucoup, Jean-Marie Delarue, contrôleur général des prisons. Je signale que vous êtes
en fin de mandat non renouvelable, que vous avez été apprécié à gauche et à droite, je le dis parce que c'est la situation. Merci de ce témoignage et de vos éclairages sur la situation des prisons. C'est donc la fin de ce Face aux chrétiens. Si vous avez pris cette émission en cours et que vous voulez la retrouver dans son intégralité, c'est possible sur les sites de KTO, de La Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF. À la semaine prochaine, nouveau rendez-vous, nouveau Face aux chrétiens.